Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un principe psychologique qui peut être très intéressant quand on fait un tour de magie, c'est la manipulation de la mémoire des spectateurs. C'est parti. J'ai ici un jeu de cartes que vous pouvez mélanger si vous le souhaitez. Parfait. Alors, je ne sais pas si vous avez pensé à regarder, mais toutes les cartes du jeu sont bien différentes. On a des piques, des cœurs, des trèfles, des carreaux. Les cartes sont bien mélangées, vous avez bien fait votre travail. Tout va bien. Dans un instant, nous allons faire une expérience de lecture de pensée. Mais avant, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de couper le jeu en deux. Ok. Comme je vous l'ai dit, nous allons faire une expérience de lecture de pensée, mais avant de commencer, j'ai besoin d'avoir votre accord. Est-ce que vous m'autorisez à lire dans votre esprit? Alors, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas lire toutes vos pensées, uniquement celles qui nous intéressent ici, c'est-à-dire dans le cadre de cette expérience. Ok? Très bien. Donc, dans un instant, vous allez pouvoir regarder la carte sur laquelle vous avez coupé, mais avant cela, je vais vous demander de vous concentrer. Libérez votre esprit, ne pensez plus à rien d'autre, concentrez-vous sur ce que nous allons faire, c'est-à-dire une carte que vous allez choisir dans le paquet. C'est bon? Donc allez-y, regardez la carte sur laquelle vous avez coupé, et moi je me retourne pendant ce temps-là. Surtout, vous ne la montrez à personne d'autre, il n'y a que vous qui la voyez, et vous la gardez contre vous, bien cachée. Très bien. Alors maintenant, concentrez-vous sur cette carte. Visualisez-la devant vos yeux. Et je vais essayer de lire dans votre esprit. Déjà, c'est une carte noire. C'est une carte à points, c'est-à-dire que ce n'est pas une figure dame, roi, etc. C'est une carte à points avec beaucoup de points. Je vois beaucoup de noir. Peut-être un 9 ou un 10, quelque chose comme ça. Ne me dites rien, hein, surtout. Ouais, je dirais un 10. Alors maintenant, est-ce que c'est du pique ou du trèfle? Je pencherai plutôt pour du pique. Je dirais le 10 de pique. Est-ce que vous pouvez nous montrer votre carte? Et c'est effectivement le 10 de pique. Alors ce tour, s'il peut sembler simple de premier abord, fait intervenir beaucoup de subtilité. Il est beaucoup plus complexe et subtil que ce qu'on croit. Alors pas complexe dans sa réalisation, vous allez voir que c'est assez bête, assez simple, mais il est complexe au niveau psychologique. Et c'est ce qui fait son efficacité, et c'est la raison bien sûr pour laquelle j'ai choisi ce tour-là pour cette vidéo. Je vous explique. Donc j'ai un paquet de cartes. Le paquet de cartes peut être emprunté. C'est encore mieux quand vous n'utilisez pas vos propres accessoires et que vous utilisez les accessoires de la personne chez laquelle vous êtes, par exemple chez des amis, chez la famille, etc. Si vous empruntez le paquet de cartes, c'est encore mieux puisque vous arrivez à faire des tours avec un paquet de cartes normal. Il est forcément normal puisqu'il provient du tiroir de votre ami, par exemple. Donc ça, c'est un premier élément. Donc là, on utilise un paquet tout à fait normal qui va être donné à mélanger au spectateur. Ça aussi c'est important, c'est le spectateur lui-même qui va mélanger le paquet. Donc pour le côté psychologique, c'est important. Surtout si, lorsque vous récupérez les cartes, vous ne remélangez pas, surtout. Si vous refaites un mélange, le spectateur va se dire, bon ok, là il est en train de préparer ses cartes. Vous récupérez les cartes et vous ne les mélangez pas. Donc ça va avoir un impact fort sur le spectateur et même sur le public, puisque vous n'avez pas remélangé, vous n'avez pas retouché aux cartes. Donc, vous invitez le spectateur à mélanger, vous récupérez les cartes, et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle un forçage. Un forçage est une technique permettant de forcer un soi qui semble pourtant libre. Ok. Donc là, en l'occurrence, on va forcer la première carte du paquet, celle qui est sur le dessus quand le paquet est face en bas. Donc cette carte-là. Le problème, c'est que comme le spectateur vient de mélanger le paquet, je ne connais pas cette carte. Et là, je vais avoir besoin de la connaître pour faire le tour. Donc, je vais devoir faire une carte à l'œil. Ici, j'ai utilisé une technique
très simple, qui passe complètement inaperçu et qui pourtant est grosse comme le nez au milieu de la figure. Mais vous verrez que c'est ce qu'il y a de plus simple en fait. Donc vous devez arriver à voir cette carte-là. Pour ça, je récupère les cartes, comme le spectateur vient de les mélanger lui-même. Je les retourne et je lui dis, alors, je ne sais pas si vous avez regardé, mais toutes les cartes sont bien différentes, les cartes sont bien mélangées, vous avez bien fait votre travail. Et en disant ça, je fais défiler les cartes jusqu'à la dernière, donc c'est-à-dire la première du paquet, le 10 de cœur ici, pour pouvoir la voir et la mémoriser. Mais je ne dis rien, ça se fait en quelques secondes, hein, vous avez vu sur la démonstration. Donc je fais défiler les cartes en disant, voyez, il y a du cœur, du pique, du trèfle, du carreau, vous avez bien mélangé, c'est bien, vous avez bien fait votre travail, hop, j'ai vu que c'était le 10 de cœur. Et je ne dis rien. Et je repose le paquet sur la table. Pour le spectateur, il ne s'est rien passé. J'ai simplement montré, parce que j'avais peut-être oublié de le faire avant, j'ai simplement montré que les cartes étaient bien différentes, que le jeu n'était pas truqué, qu'il était bien mélangé, voilà. Donc je n'ai pas manipulé pour lui les cartes. D'ailleurs, si vous lui demandez à la fin du tour le détail du déroulé du tour, vous verrez qu'il ne se souviendra même pas que vous avez montré la face des cartes. Parce que pour lui, c'était un geste anodin que vous faisiez plus pour eux que pour vous, alors qu'en fait, ça a été le moment clé du tour, en fait. Donc maintenant, je sais que c'est le 10 de cœur, la carte qui est au-dessus du paquet. Donc ça, moi, je m'en souviens dans ma petite tête. Maintenant, on va forcer cette carte. Pour ça, je vais expliquer au spectateur qu'on va faire une expérience de lecture de pensée s'il le veut bien. Et je l'invite à couper le jeu en deux parties ou en deux. C'est important de lui dire sous ce terme-là. Si vous lui dites juste couper le jeu, il va couper, il va refermer et c'est mort. Là, ce que vous voulez, c'est qu'il fasse bien deux paquets. Donc vous lui dites de couper le jeu en deux. Donc il va faire ça. Et vous récupérez cette partie-là, celle qui était en dessous, pour la placer perpendiculairement à celle-là, à celle qu'il vient de mettre. Donc je refais le mouvement. Le paquet est comme ça, le spectateur coupe à l'endroit où il veut, il coupe en deux, et vous récupérez le paquet du dessous pour le mettre perpendiculairement sur le dessus. Donc à ce moment-là, le spectateur va se poser des questions. Il va se dire c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Il va tiquer un peu. Peu importe, vous dites rien. Il coupe, vous prenez le paquet, vous mettez comme ça, et vous enchaînez avec la suite. La suite est très importante. Il est important là de ne pas montrer tout de suite, de ne pas lui demander tout de suite de regarder sa carte. Sinon il va comprendre tout de suite parce que vous allez lui demander de regarder cette carte-là, c'est-à-dire celle qui était au-dessus du paquet avant qu'il coupe. Donc il faut créer ce qu'on appelle une parenthèse d'oubli. C'est-à-dire on va parler, on va baratiner, on va faire notre petit texte pour créer un temps, une sorte de temps mort, entre le moment où il a coupé, on a rabattu le paquet dessus, et le moment où il va réellement regarder sa carte. Et ce temps va faire donc ce qu'on appelle une parenthèse d'oubli, c'est-à-dire qu'il va oublier les détails de ce qui s'est passé au tout début. Et ça c'est très important pour la réussite du forçage en croix. Le forçage s'appelle le forçage en croix puisqu'on met les deux paquets en croix comme ça. Donc il coupe le paquet en deux, vous placez la partie inférieure au-dessus mais perpendiculaire pour garder la brisure entre les deux, et vous enchaînez pour éviter qu'il pose des questions. S'il pose une question, vous dites non, mais t'inquiète pas, tu verras tout à l'heure. Voilà, vous noyez un peu le poisson. Hein. Et puis là, vous enchaînez. Et donc là, si vous avez bien écouté, ce que je dis, c'est que nous allons faire une expérience de lecture de pensée et que j'ai besoin d'avoir son accord pour lire dans ses pensées. Alors, bien sûr, c'est faux, on ne va pas lire dans les pensées, hein, bien sûr, c'est truqué, évidemment. Mais le fait de lui poser une question, ça l'oblige à réfléchir à ce qu'on vient de lui dire, à répondre, va rigoler, etc. Et ça va aider justement à oublier les détails de ce qui a été fait juste avant. Donc je lui demande, est-ce qu'il est d'accord pour... Alors bien sûr, je ne vais pas lire dans toutes vos pensées, juste par rapport à l'expérience, au tour de cartes, etc. Donc là, il me répond que oui, il est d'accord. Alors s'il répond que non, bah, vous passez à un autre spectateur, c'est pas très grave, mais s'il répond que oui, eh bien vous pouvez continuer. Ce temps est suffisant. Pour créer la parenthèse d'oubli, il faut une vingtaine, une trentaine de secondes de baratin, on va dire, pour créer la parenthèse d'oubli. Et ensuite, le forçage de la carte se déroule d'une manière très très précise. C'est-à-dire que je vais lui demander s'il est prêt, de vider son esprit, de se concentrer sur la carte qu'il va regarder. Et lorsqu'il est prêt, je l'invite à regarder la carte. Bien sûr, moi, mon but, ça va être qu'il regarde cette carte-là, et pas celle-là. Pourtant, si on regarde bien,
la carte sur laquelle il a coupé, elle se trouve ici ou ici, mais certainement pas là. Peu importe. Là, pour moi, j'ai besoin qu'il regarde cette carte-là. Donc la parenthèse d'oubli m'a permis de faire oublier ce qui s'est passé avant. Et là, je vais récupérer le paquet du dessus et je vais lui dire « Allez-y, regardez votre carte et je me retourne ». Et là, il se passe plusieurs choses. Déjà, je désigne, avec le paquet du dessus, je désigne cette carte-là comme étant sa carte. Sans dire prenez cette carte-là, mais je lui dis prenez votre carte, donc en tapotant dessus, un coup, hop, et moi je me retourne. Et en me retournant, j'embarque ce paquet avec moi. Et ça c'est très important aussi, ça m'évite qu'il triche ou qu'il sente l'entourloupe et qu'il regarde cette carte ou cette carte, et dans ce cas-là ça ne marcherait pas. Donc, je suis comme ça, dès qu'il est prêt, je prends ce paquet, je lui dis regardez votre carte et moi je me retourne. Donc lui, il va regarder forcément cette carte-là. Je l'invite à ne pas la montrer aux autres. Alors ça, c'est important aussi parce qu'il pourrait penser que j'ai des complices dans la salle. Ça peut arriver dans certains tours. Là, il est le seul à connaître sa carte. Personne d'autre ne l'a vu. Ça, c'est important ici. Il regarde sa carte. Donc le 10 de cœur, nous, on le sait. On le savait déjà que ce serait le 10 de cœur qu'il regarderait. Et il garde sa carte. C'est très important aussi qu'il la garde, qu'il la cache. Et qu'il la garde avec lui parce que ça servira ensuite pour la révélation. J'y reviendrai à la fin. Donc il garde sa carte. Moi je referme le paquet comme ça. Je récupère les cartes par exemple, ou je les laisse sur la table en tout cas. Et cette fois-ci je vais pouvoir commencer la révélation de la carte qu'il a en main. Donc là évidemment c'est du cinéma. On sait déjà que c'est le 10 de cœur. Je ne vais pas dire vous avez pris le 10 de cœur, ça n'a aucun intérêt. Hein, je vous renvoie aux vidéos précédentes. Donc là je vais inventer. Alors on a parlé de lecture de pensée, on pourrait imaginer d'autres mises en scène. Vous pourriez par exemple faire un tour de mentalisme en lui disant de ne pas réagir au niveau du regard ou autre, et puis vous faites rouge, noir, ah oui c'est plutôt rouge, vous voyez par rapport soi-disant à des réactions qu'il aurait sur le visage, dans les yeux, etc. Alors qu'en fait pas du tout, vous connaissez simplement la carte hein, qu'il a regardée. Donc vous allez révéler la carte, 10 de cœur, en mettant un petit peu les formes, mettant un peu de suspense, etc. 10 de cœur, et là vous lui demandez de révéler la carte, et là cette fois-ci il va montrer la carte puisqu'il l'a gardée avec lui, il va pouvoir la montrer au public, et le public va pouvoir constater qu'effectivement sa carte était bien le 10 de cœur et que vous l'avez deviné. Ça permet d'amener une surprise, on va dire, enfin une sorte de révélation, un peu de suspense pour le public aussi. C'est-à-dire que le spectateur qui connaît la carte est un peu bluffé parce que vous arrivez à deviner sa carte alors que lui, il est persuadé que vous n'avez pas de complice. C'est lui qui a mélangé le paquet. Il a oublié un petit peu la manière dont vous avez procédé. Et en même temps, au moment, le public, je veux dire, lui, ne connaît pas la carte. Donc il vous entend dire 10 de cœur, il se doute, mais il n'est pas encore tout à fait sûr. Et là, le spectateur révèle sa carte, et là, le public aussi a une partie de magie, puisqu'il voit la carte au moment de la révélation. Alors, comme on vient de le voir avec ce tour, les défaillances de notre cerveau sont un bel outil pour le magicien, pour le prestidigitateur, puisque en manipulant, par exemple ici, la mémoire des spectateurs, en jouant avec, vous allez réussir à créer un effet et accentuer un effet, ajouter de la magie, de la surprise sur quelque chose qui à la base était un petit peu comment dire, un petit peu étrange, un petit peu bizarre. Le fait de placer le paquet en croix comme ça, c'est un petit peu étrange. Le spectateur se pose des questions, mais en fin de compte, grâce à la manipulation de sa mémoire et de notamment la parenthèse d'oubli en l'occurrence, vous allez permettre ces questions-là qu'il s'est posées, il va rapidement les oublier en fait, et vous allez pouvoir faire l'effet que vous vouliez. Il y a un autre point qui est intéressant également, que j'ai légèrement effleuré tout à l'heure, c'est la mémoire après le tour. Ça vous est sûrement déjà arrivé que quelqu'un vous raconte le tour que quelqu'un d'autre lui a fait. Et très souvent, quand on vous raconte un tour qu'on a vécu, ça semble vraiment magique. Il faut bien garder à l'esprit que le spectateur qui va raconter un tour à un autre, à quelqu'un, va raconter un tour qu'il a vraiment bluffé, qu'il a marqué.
Donc il y a eu des émotions, que ce soit de la surprise, du rire, de la tristesse, de la poésie, etc. Il y a eu de l'émotion et ça l'a marqué. Donc les sensations sont forcément biaisées par justement les émotions. Et ça c'est important parce que au moment où le tour est fait, la personne va être surprise, va trouver ça bien, voilà, le tour lui a plu. Mais quelques temps après, quelques heures après, quelques jours après, si elle doit raconter ce qui s'est passé, elle va oublier beaucoup de choses. Par exemple, elle va dire le magicien a mélangé les cartes, ou j'ai mélangé les cartes, alors que le magicien a simplement demandé de couper, réellement. Mais dans son souvenir, et la personne est sincère, hein, pour elle, le paquet a été mélangé, alors qu'en fait non, on a simplement coupé les cartes, par exemple. Ou alors, le spectateur va se souvenir que le magicien a retrouvé la carte dans la poche d'un spectateur qui est arrivé sur scène en cours de route, par exemple, alors que le spectateur était là depuis le départ. Ou que le magicien est passé dans les rangs quelques minutes avant. Des choses comme ça, vous voyez. Et ça, il va l'avoir oublié, ou ne pas l'avoir noté, ou voilà. Donc ça, c'est important pour la crédibilité, on va dire, votre crédibilité et votre réputation, un peu. C'est-à-dire que si vous faites des tours qui marquent les gens, dans lesquels il y a de l'émotion, ils vont en parler autour d'eux et ils vont sublimer, en les racontant, ils vont sublimer ces tours sans s'en rendre compte. Encore une fois, c'est pas fait exprès, c'est simplement notre cerveau qui oublie, qui accentue certaines choses, malgré nous. Et ça, c'est intéressant pour le magicien, puisque ça veut dire que votre tour va avoir de l'effet, même plus tard, même dans le futur. C'est-à-dire qu'il va être sublimé au fur et à mesure, comme un bon vin, il va être sublimé au fur et à mesure que la personne va le raconter. Le spectateur va un petit peu oublier, par exemple, que le magicien a mis le paquet dans sa poche à un moment donné. Il va l'oublier parce que tout simplement, il n'y a pas forcément prêté attention. Et s'il n'y a pas prêté attention, c'est parce que le magicien a fait correctement les choses, justement, puisqu'il a fait en sorte qu'on n'y prête pas attention, que ce soit un geste anodin, alors que pour lui, c'était crucial pour la suite du tour. Donc n'oubliez pas ça, c'est intéressant. Quand quelqu'un vous raconte un tour, ou quand vous racontez le tour à quelqu'un, n'oubliez pas que effectivement votre mémoire peut vous jouer des tours et peut modifier un petit peu les souvenirs pour les accentuer, notamment parce que ce tour-là vous a particulièrement plu, vous a particulièrement touché, et donc du coup, bien, votre cerveau a gardé le meilleur, en fait, l'essentiel, et il a rajouté une part de magie, donc c'est intéressant pour le magicien. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre des pouces en l'air si ça vous a intéressé. Je n'en ai pas encore parlé, mais j'ai écrit il y a plusieurs années un blog sur la magie qui reprend un petit peu toutes ces idées. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi, ou à poser des questions si vous en avez. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle.